Bonjour Caroline Dehaas. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté de faire cette audition dans le cadre de notre commission d'enquête suivi du Covid-19. Donc, vous êtes militante féministe, membre de Nous Toutes. Alors, peut-être vous pouvez nous présenter ce collectif Nous Toutes. Et puis, on va commencer par l'avant-crise, parce que ça fait des années et des années que des collectifs et des associations féministes demandent à ce qu'il y ait une vraie loi cadre sur la question des violences faites aux femmes, des droits des femmes, et qu'elles n'arrivent pas. Est-ce que vous pouvez, après nous avoir fait la présentation de Nous Toutes, du collectif, nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé depuis les dernières années et spécialement sous Macron, de ce qui a avancé et de ce qui n'a pas avancé. Merci beaucoup. Merci pour cette audition. Donc, moi, je suis membre en effet du collectif Nous Toutes. Donc, le collectif Nous Toutes, il s'est créé il y a 2 ans. Et c'est un collectif qui a pour objectif de faire monter le niveau de conscience dans la société contre les violences sexistes et sexuelles et d'interpeller les pouvoirs publics pour obtenir des changements majeurs en matière de politique publique contre les violences. Ça fait 2 ans qu'on existe. On a organisé 2 manifestations nationales à Paris et partout en France. Et la dernière, en novembre 2019, a rassemblé, on estime, autour de 150 000 personnes partout en France. Donc, c'était la plus grosse marche féministe de l'histoire du pays, notamment sur la question des violences sexistes et sexuelles. Notre objectif, c'est vraiment de faire bouger les lignes, faire bouger la société. Jusqu'à novembre dernier, pour être tout à fait transparente, on essayait de garder un équilibre entre l'interpellation des pouvoirs publics et le fait de faire bouger les mentalités une par une. Voilà. Parce que nous, on est convaincus que les deux marchent de pair, c'est-à-dire que faire bouger les comportements individuels, c'est utile, mais ça ne peut pas, le changement de société, il n'arrivera pas sans des politiques publiques et notamment sans un investissement massif de l'État pour en finir avec les violences. En novembre dernier, on a donc organisé cette marche. Il y avait donc 150 000 personnes, je l'ai dit, partout en France. C'était le samedi. Et le lundi, Édouard Philippe a prononcé un discours contre les violences. Il n'a pas eu un mot, ni pour les manifestantes et les manifestants, ni pour leurs revendications. Et là, on s'est dit qu'on était vraiment face à un gouvernement qui, et en fait c'est le cas en matière de lutte contre les violences, c'est globalement le cas dans la plupart des mouvements sociaux, qui n'en avait absolument rien à cirer, ni des expertises, ni des revendications du mouvement social, ni en fait de la réalité de ce qui se passait dans le pays, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont quand même globalement très déconnectés. Et donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que nous, on s'est recentré plutôt sur le fait de faire monter le niveau de conscience. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, pendant la crise sanitaire qu'on traverse, on a mis en place un dispositif de formation en ligne gratuit et qu'on a déjà formé à peu près 10 000 personnes. On aura sans doute formé 20 000 personnes pendant le confinement. C'est des formations qui rassemblent à chaque fois 1000 personnes en direct pendant 2h30 sur Zoom et qui permettent de donner à chacun et à chacune des outils pour, comprendre les mécanismes des violences, détecter les violences et surtout accompagner les victimes. Donc ça, c'est sur nous toutes. Après, sur les politiques du gouvernement, en gros, ce qu'on observe, c'est qu'il y a, si j'essaye de schématiser, pour moi, il y a vraiment 2 problèmes principaux dans les politiques aujourd'hui publiques en matière de droits des femmes. Très sincèrement, c'est des politiques publiques qui sont menées depuis des années et des années. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une rupture dans ce que fait le gouvernement. C'est-à-dire que globalement, y compris les gouvernements précédents, il y avait quand même, avec évidemment, c'était hétérogène d'un gouvernement à l'autre, mais quand même, globalement, c'était jamais vraiment la priorité, c'était jamais vraiment une priorité en termes de politique publique, en termes d'investissement politique sur le sujet et en termes d'investissement financier. Donc moi, j'ai pas le sentiment que genre c'était super bien avant et que là, paf, ça a décroché. J'ai globalement le sentiment que en fait, ça a toujours été un niveau d'investissement et un niveau de priorité largement insuffisant. Ce qui change avec Macron, c'est que la société bouge. C'est-à-dire qu'il y a eu MeToo depuis, et que le niveau d'exigence et le niveau de volonté de la société de bouger sur ces sujets-là est beaucoup plus fort. Et résultat, l'absence d'action politique déterminée du gouvernement apparaît comme complètement en décalage avec la réalité. Alors qu'auparavant, ça se voyait moins dans les milieux féministes, on voyait bien qu'il n'y avait pas de volonté politique majeure et de moyens financiers, mais ça se voyait moins, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas cette mobilisation dans la société. Là, aujourd'hui, le niveau d'exigence est hyper important dans la société. Par ailleurs, Macron aurait un consensus politique là-dessus. C'est-à-dire que ce soit votre groupe politique ou les groupes à droite, même si évidemment on n'a pas du tout la même façon de penser la question des violences sexistes et sexuelles, et voilà,
globalement, si Macron présente un plan d'action d'urgence à hauteur de 1 milliard d'euros, il n'y a pas grand monde à l'Assemblée nationale qui dira non, non, ça ne va pas. Donc il aurait un consensus politique, en tout cas je pense qu'il arriverait à créer un consensus politique là-dessus. Il a la société qui pousse, voilà. Il y a par ailleurs des besoins, et là on voit qu'il y a un décrochage. Donc moi je pense qu'il y a deux sujets majeurs qui manquent. Le premier, c'est l'application des lois existantes, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas le paquet. On a un arsenal juridique qui globalement est quand même assez bon, quoi. Il manque un truc principal, je pense, c'est la question du seuil d'âge pour les enfants. Donc le seuil d'âge, je réexplique très rapidement, mais en gros en France, il n'y a pas de seuil d'âge. Il y a un seuil d'âge en dessous duquel on n'a pas le droit d'avoir un acte sexuel avec un enfant, c'est 15 ans. On n'a pas le droit de toucher sexuellement un enfant sur ses fesses, son sexe, ses seins, etc. en dessous de 15 ans. On n'a pas le droit. Mais pour que ce soit caractérisé comme une agression sexuelle ou un viol s'il y a pénétration, il faut qu'on prouve la contrainte, la menace, la surprise ou la violence. Alors qu'il y a plein de pays en Europe et dans le monde où il n'y a pas besoin de prouver la contrainte, la menace, la surprise ou la violence. On part du principe qu'à partir du moment où c'est un enfant, c'est prouvé automatiquement. En France, non. Alors, il y a une jurisprudence. En dessous de 6 ans, il n'y a pas besoin de prouver. Voilà. Généralement, quand je dis ça, les gens me font répéter parce qu'ils n'arrivent pas à le croire, en fait. C'est-à-dire qu'en dessous de 6 ans, il n'y a pas besoin de prouver. On part du principe qu'il y a forcément contrainte. Mais à 7 ans et demi, il y a besoin de prouver. C'est délirant, en fait. Ça n'a pas de sens. Et donc ça, c'est le gros trou dans la raquette législative. Mais globalement, notre arsenal législatif, il est quand même bon. On est plutôt un pays avec des bons outils législatifs. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas appliqués. Et je prends un exemple, c'est l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, c'est un dispositif qui a été créé en 2010 par une loi de Daniel Bousquet et de Guy Geoffroy, qui étaient des députés, Daniel Bousquet à l'époque de la majorité. Et c'est un dispositif, l'ordonnance de protection, que n'importe quelle femme victime de violence peut demander à un juge aux affaires familiales ou à une juge aux affaires familiales. Elle n'a pas besoin de porter plainte pour l'obtenir. Et c'est en fait tout simplement un document, c'est un CERFA, quoi, c'est un document officiel qui dit « Madame est manifestement en danger ». Il suffit d'avoir attestation médicale, ça peut être des photos, ça peut être des SMS, mais il n'y a pas forcément besoin de plainte. Donc, je demande au monsieur de s'éloigner, donc par exemple de se confiner ailleurs dans la période. Je dis que monsieur n'a pas la garde des enfants, je dis que monsieur n'a pas le droit d'avoir une arme à feu, etc., etc. En Espagne, on a copié-collé ce dispositif de l'Espagne, donc on a un bon moyen de comparaison. En Espagne, ils en délivrent 23 000 par an. En France, on en délivre 1 300 par an. Donc, comment vous dire, on est à la ramasse, totalement. L'outil est là. Je veux dire, c'est un papier à signer. Donc, on peut même signer en ligne. Enfin, je veux dire, c'est complètement incroyable de se dire que cet outil existe et qu'il n'est pas appliqué. Pourquoi il n'est pas appliqué ? Parce qu'il y a plein de juges aux affaires familiales qui résistent et qui disent qu'il faut que madame ait porté plainte pour que ce soit sérieux, qui ne connaissent pas l'outil, il y a des avocates et avocats qui ne connaissent pas cet outil, etc. Un deuxième exemple de manque d'application de la loi, la France a ratifié en 2014 une convention qui s'appelle la Convention d'Istanbul, qui est la convention du Conseil de l'Europe sur toutes les violences que subissent les femmes, et notamment les violences au sein du couple. Et l'article 48 de la Convention d'Istanbul précise, mais genre de manière extrêmement explicite, que les parties, donc à la fois les États signataires de la Convention, interdisent formellement le recours à la médiation ou à la conciliation en cas de violence, notamment au sein du couple. Donc là, la médiation ou la conciliation, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de mettre les deux personnes, il y a un conflit, par exemple au travail ou dans un couple, vous mettez les deux personnes dans la pièce avec une troisième personne indépendante, extérieure, neutre, et vous essayez de les faire se rabibocher. Ça marche très bien en cas de conflit. Deux personnes qui s'engueulent, un problème de dette, un conflit. On est à égalité, on s'engueule. Ça arrive dans la vie quotidienne, ça arrive, quoi. Enfin, peut-être pas tous les jours, il faut exagérer, mais ça arrive qu'on soit en conflit avec des gens. Bon, c'est normal, c'est par ailleurs légal, on a le droit de s'engueuler avec des gens. Par contre, dans un dispositif, quand il y a de la violence, ça ne peut pas fonctionner. Les gens ne peuvent pas se parler, en fait, parce qu'il n'y a pas d'égalité. Donc, c'est interdit. Mais le nombre de juges aux affaires familiales en France qui recommandent la médiation en matière de violence conjugale, mais c'est lunaire, c'est lunaire. Alors que depuis 2014, on a signé un texte qui dit que c'est interdit. Donc, le premier problème qu'on a, c'est ça, c'est vraiment une application des textes avec des dispositifs qui sont gratuits. Une ordonnance de protection, ça ne coûte pas vraiment d'argent. Interdire la médiation, ça ne coûte pas d'argent. Et pourtant, qui ne sont pas appliqués. Et puis, le deuxième problème qu'on a, c'est un problème de manque de moyens. Alors, souvent, les gens me disent, oui, mais vous demandez des moyens, mais ça ne passe pas que par les moyens, ça passe par le changement de mentalité.
Oui, mais si on veut faire changer les mentalités, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, on veut que les policiers et les gendarmes ne refusent jamais une plainte. Changement de mentalité, changement de comportement. Ben, en fait, il faut les former et ça coûte de l'argent. Si on veut que les enfants arrêtent de tenir des propos sexistes, en fait, il faut les éduquer et ça coûte de l'argent. Si on veut par exemple, dans les publicités, il n'y ait plus de publicité sexiste, ou qu'on veut qu'à la télévision, les gens arrêtent de raconter des trucs sexistes, comme par ailleurs des choses racistes, homophobes, antisémites, etc. En fait, ça demande des campagnes de communication et de prévention, et ça demande de l'argent. Penser qu'on va pouvoir faire changer les mentalités sans mettre de l'argent sur la table, c'est raconter des histoires aux enfants pour les endormir, quoi. Ça n'existe pas, en fait. Dès qu'on veut faire un changement social, on a besoin d'argent, on a besoin de moyens financiers, on a besoin de politiques publiques, donc d'argent, quoi. Et ça, aujourd'hui, ça manque clairement. Moi, on a fait une analyse du budget 2020 de l'État. En fait, on s'est appuyé sur des documents de Marlène Schiappa, hein. En 2020, l'État met sur la table, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et les violences que subissent les femmes, 361,5 millions d'euros. D'accord ? En 2019, ils avaient mis quasiment exactement la même somme. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 5%, c'est-à-dire quasiment rien en fait. Donc en 2020, l'État français met le même montant sur la table que ce qu'on a mis en 2019. En 2019, je rappelle qu'il y a eu 151 féminicides. On sait qu'il y a à peu près 200, les statistiques nous montrent qu'il y a 94 000 viols ou tentatives de viol, donc ça fait environ 250 femmes par jour victimes de viol ou tentatives de viol. Les dernières enquêtes montrent que 32% des femmes en France ont déjà été harcelées sexuellement ou agressées sexuellement sur leur lieu de travail. Donc 151 féminicides, 94 000 viols ou tentatives de viol par an et 32% des femmes qui ont déjà subi du harcèlement sexuel. Donc, soit on pense que ça va et donc on continue comme avant, en fait. C'est ce qu'a fait le gouvernement. Soit on pense qu'en fait, il y a un problème et dans ce cas-là, il faut changer les politiques publiques et changer les financements. Et ce n'est pas du tout ce qu'a fait le gouvernement. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, application des lois existantes, ça passe par des circulaires, ça passe par une mobilisation, ça passe par le fait que le gouvernement montre le chemin, quoi. Et puis la deuxième chose, c'est les moyens financiers qui manquent pour mettre en place des mesures de formation, d'hébergement, de communication contre les violences. Si, c'est très clair, merci beaucoup. Et puis, je pense que, bon, effectivement, du coup, ça montre bien que, pour le coup, le gouvernement n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire sur les violences sexistes et sexuelles, avec ce point quand même extrêmement positif et qui est quand même assez nouveau dans la société à cette ampleur-là, de la plus grande manifestation féministe, marche féministe qui ait jamais été faite. Je pense à ces campagnes sur les féminicides où on voit plein d'affichages sur les murs qui ont été faits, donc qui montrent que le seuil d'exigence, comme vous disiez, ou le seuil de non-acceptation des violences qui sont faites aux femmes est en train de monter de manière extrêmement forte dans la société. Il y a un écho très fort, notamment aux campagnes que vous avez faites. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc, on arrive dans cette crise du coronavirus dans un moment où déjà, on n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Ensuite, on arrive dans un moment de confinement qui malheureusement est un moment d'augmentation des violences intrafamiliales très fortes. Peut-être juste avant le confinement, est-ce que les mesures pour le dispositif pré-confinement ont été suffisantes à vos yeux et pourquoi ? Quand vous dites les dispositifs pré-confinement, c'est-à-dire au début du confinement ou c'est Ouais, juste avant, oui. Alors, moi déjà, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que le gouvernement n'a jamais autant parlé des violences au sein du couple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors que Christophe Castaner, on parlait quand même pas très souvent, en gros, les deux personnes qui en parlent au gouvernement, c'est Marlène Schiappa et Nicole Belloubet. C'est les deux seuls ministres qui parlent de ce sujet-là. Parce que d'abord, c'est dans leur portefeuille, évidemment. Et je pense aussi parce que Nicole Belloubet, c'est un sujet qui remonte beaucoup au ministère de la Justice et donc qui l'interpelle. Mais Christophe Castaner, par exemple, ou Emmanuel Macron, franchement, à part le 25 novembre, on ne les entend pas beaucoup sur le sujet. Et là, ils en ont parlé. Moi, tout de suite, je me suis dit, waouh, ils doivent avoir des signaux d'alerte quand même assez chauds pour que ça... Il en a même parlé, Emmanuel Macron, dans son allocution. Jamais Emmanuel Macron n'avait parlé des violences contre les femmes dans une allocution sur un autre thème, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il en parle le 25 novembre, mais jamais à un 20h de TF1 ou de France 2, jamais dans une allocution dans son bureau à l'Élysée, il avait parlé de ce sujet-là hors intervention spécifique. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant.
Bon, d'abord, ça veut dire que là, ils ont pris le sujet quand même. Donc ça, moi, je pense qu'il faut le reconnaître. C'est-à-dire que ce gouvernement a plus que d'habitude. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent le sujet à ce niveau-là, hein, franchement. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut sans doute dire, par ailleurs, qu'ils ont eu des signaux d'alerte assez forts. Bon. Après, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont essayé de mettre en place un certain nombre de dispositifs assez rapidement. Il y a quand même des trous dans la raquette. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore pour garantir qu'aucune femme ne sera sans solution et que les violences vont par ailleurs ne vont pas exploser. Et il y a des trous dans la raquette et des décisions qui n'ont pas été prises au début du confinement qui manquent aujourd'hui et on le voit. Premier élément, l'Espagne a lancé dès le début du confinement une grande campagne de communication, de prévention des violences. Et ça manque aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Dans le premier jour du confinement, nous tous, on a fait un visuel. D'ailleurs, le langage a été repris derrière par la gendarmerie nationale. Je me suis dit, tiens, le langage diffuse. C'était marqué, il est déconseillé de sortir. Donc, on n'était pas encore complètement confinés parce qu'on avait mis, il est déconseillé de sortir. Il n'est pas interdit de fuir. Et ben, ce visuel, il a été partagé plus d'1,5 million de fois. Il a été vu plus d'1,5 million de fois sur Facebook. Et pour moi, ça a été le signal quand même qu'il y avait matière à créer. Je veux dire, c'est nous toutes, c'est un collectif, on n'a pas de salariés, on est une association. Enfin, on n'est même pas une asso, d'ailleurs, on est un collectif de bénévoles. Si le gouvernement avait fait une campagne de com, comment vous dire qu'elle aurait été vue 60 millions de fois? C'est sûr et certain. Nous, on arrive à faire voir un truc 1 million de fois. Donc, ils ont des moyens qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et donc ça, c'est la première chose qui manque, c'est une campagne de communication massive. Il y en a eu une sur le 119. Ils ont fait pas mal de spots, télé, je crois, radio, c'est sûr, peut-être même télé sur le 119, donc le numéro de téléphone pour les enfants. Mais il n'y a rien eu sur le 3919 et sur les violences contre les femmes. Donc ça, c'est le premier trou dans la raquette. Dès le début du confinement, il aurait fallu lancer ça. Deuxième trou dans la raquette, important, je pense, et on l'a assez vite vu au début sur les réseaux sociaux, c'est la formation des policiers et des gendarmes. Parce qu'avant le confinement, on le sait, il y a un problème d'intervention de la police, enfin des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y en a qui font très bien leur travail, et puis il y en a qui ne sont pas formés, et donc qui vont refuser des plaintes, qui ne vont pas se déplacer. Nous, on a reçu depuis le début du confinement une 50aine de témoignages de personnes qui avaient appelé les forces de l'ordre pour des faits de violence au sein du couple, et les forces de l'ordre ne s'étaient pas déplacées. Et donc, dès le début du confinement, le gouvernement aurait dû mettre en place un dispositif de formation express des forces de l'ordre, parce qu'on sait, avant le confinement, on sait que les forces de l'ordre sont insuffisamment formées. Pendant le confinement, leur rôle est déterminant, parce que c'est eux qu'on appelle. Et donc, on a besoin d'avoir des forces de l'ordre qui sont réactives, qui sont formées sur le sujet. Et on a vu des témoignages, il y a un témoignage sur Twitter, mais genre, c'était horrible. Les policiers arrivent, ils sont appelés par des voisins, ils arrivent, ils ouvrent la porte, la dame, elle est en sang. Le monsieur, il a les mains en sang. Il y a des enfants dans le domicile. La dame, elle refuse de porter plainte. Les policiers, ils s'en vont. Mais il y a des enfants en danger. Il ne faut pas partir, en fait. Il faut appeler ce qu'on appelle la CRIP, c'est-à-dire la cellule de recueil des informations préoccupantes. Il y en a une dans chaque département. Et il faut qu'on mette en place un système de protection des enfants qui sont au foyer. Donc, bon, bref, il y a des trucs comme ça qui vous dites, mais en fait, ce n'est pas possible, quoi. Et là encore, c'est-à-dire que comme sur l'aspect com, à nous toutes, on a fait un visuel 1,5 million de vues. Nous toutes, on arrive à former 10 000 personnes en 10 jours. Donc, qui peut me faire croire que le gouvernement n'est pas capable d'organiser par Zoom ou par n'importe quelle plateforme, je m'en fiche, des formations des forces de l'ordre? En 2 heures, on est capable de donner, non pas une formation hyper importante, mais en 2 heures, on peut donner aux forces de l'ordre des outils techniques et des guides, quoi, des trucs pour dire, bah voilà, ça vous pouvez faire, ça vous pouvez pas faire, voilà comment il faut réagir. Et moi, le ministère de l'Intérieur, ils auraient dû organiser ça. Ils auraient dû faire des formations en ligne dès le début. 1h30, on prend 1h30. Pendant 1h30, ils sont formés. 1000 personnes d'un coup, bam, 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 bam. En 10 jours, c'est terminé, quoi. Et moi, voilà. Donc ça, c'est le deuxième trou dans la raquette. Et puis le troisième trou dans la raquette, c'est les numéros de téléphone. C'est-à-dire qu'au début du confinement, parce que le 3919 doit se réorganiser, on baisse le temps d'écoute. Vous savez, en gros, il était ouvert le week-end, et là, il n'est plus ouvert le week-end au début. Là, maintenant, ça y est, il est réouvert le week-end. Et là, moi, j'hallucine. Et donc, j'en discute, moi, à l'époque, à ce moment-là, avec la responsable du 3919, qui me dit, oui, mais Caroline, c'est compliqué d'organiser les choses. Tu sais qu'on est une asso, et on peut pas, les salariés, c'est compliqué pour elles de s'organiser. Je dis, bah, d'accord, on va pas faire travailler les gens le dimanche s'ils peuvent pas travailler le dimanche. Mais juste, on est en période de crise. Le gouvernement, il n'est pas capable, en 24 heures,
de trouver 200 personnes qui sont formées à l'écoute, de leur faire suivre une formation d'une demi-journée et d'organiser des roulements pour que ce soit ouvert 24 sur 24. Enfin, je veux dire, on est la France, quoi. Et d'ailleurs, on l'a fait, nous. On a lancé un appel à volontaires pour tenir un chat. Alors finalement, les assos nous ont dit arrêtez de faire ça, il ne faut pas que ce soit vous. Bon, ils nous ont demandé de ne pas le faire, donc on ne l'a pas fait, notamment pour ne pas se brouiller avec les associations et pour pas que ce soit des non-professionnels encadrés par un contrat de travail qui gère le chat. Mais juste avec un appel sur les réseaux sociaux, on a recruté en 24 heures 300 femmes et hommes qui sont des professionnels du travail social et de l'écoute des femmes victimes de violences et qui ont du temps en ce moment pour répondre à des chats. Si nous, tout est capable de faire ça en 24 heures, le gouvernement français peut le faire en 2 heures, en fait. Et moi, je suis un peu désarçonnée parce que j'ai le sentiment qu'on ne s'est pas mis sur la question des violences en mode gestion de crise maximale, quoi. Alors qu'on aurait été, je pense, l'État français, c'est pas je pense, je sais que l'État français est capable de le faire. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième trou dans la raquette. Alors Marlène Schiappa dit, mais si, il y a des dispositifs ouverts 24-24. Oui, la police. C'est-à-dire que la police, et ça c'est super, vous pouvez l'appeler, heureusement, 24 heures sur 24, vous pouvez appeler au 17, vous pouvez envoyer un SMS au 114, et vous avez un dispositif de chat en ligne sur servicepublic.fr avec, vous pouvez chatter avec la police directement. Mais en fait, il y a plein de femmes ou de témoins de violences qui ne veulent pas appeler la police. Et moi, à peu près, je dirais, une fois par jour, je reçois des SMS. Donc en fait, je fais office de chat. L'autre jour, c'était 23 heures. Oui, j'entends crier à côté de chez moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, c'est pas à moi de faire ça. C'est-à-dire que. Et je veux pas, je dis, appelez la police. Je dis, je veux pas appeler la police parce que je suis dans une situation irrégulière, je peux pas appeler la police. Ah, et là, il devrait y avoir un numéro de téléphone et un chat accessible 24 heures sur 24. Et ça, c'est pas le cas. Entre 21 heures aujourd'hui, l'heure où le chat d'en avant toute s'arrête, et 9 heures du matin, l'heure à laquelle le 3919 ouvre, il n'y a que la police qu'on peut appeler. Et ce n'est pas suffisant. Bien sûr, et puis d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on avait auditionné des policiers, et notamment une policière, parce qu'ils ont mis dans un dispositif masque 19 auprès des pharmaciens. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Et ce qui était vraiment très impressionnant, c'est que la policière nous dit « J'ai découvert ce dispositif par la presse 4 jours après ». Donc, ça veut dire que les policiers n'ont pas eu de directive qui leur a été donnée pour leur expliquer ce que c'était que ce code masque 19, donc n'auraient été absolument incapables de le détecter. Ce qui est quand même vraiment incroyable, là aussi, sur la non-organisation de l'État et d'assumer son rôle d'État, de dire, voilà, c'est à nous d'organiser les choses pour protéger les victimes des violences sexistes et sexuelles. Moi, le sentiment que j'ai, je vais revenir après sur les pharmacies, mais le sentiment que j'ai, c'est que Marlène Schiappa fait tout ce qu'elle peut avec ses moyens à elle, à la fois ses moyens politiques et ses moyens financiers, pour essayer de trouver des solutions. Sincèrement, moi, c'est le sentiment que j'ai. Mais sauf qu'en fait, elle a les moyens d'un secrétariat d'État. Et qu'elle n'a aujourd'hui pas à sa disposition, je n'ai pas le sentiment que Emmanuel Macron, Édouard Philippe ou Christophe Castaner lui aient dit « Ok, on fait une cellule de crise, à nous 4, alors on met en plus Olivier Véran et Nicole Belloubet, et Jean-Michel Blanquer sur l'éducation, on va mettre en place, on va te donner les moyens de l'action de l'État. » Moi, c'est le sentiment que j'ai. Et donc, résultat, qu'est-ce qu'elle peut faire, Marlène Schiappa, à son niveau? Elle peut mettre en place des dispositifs de communication qui sont par ailleurs, moi, je ne crache pas dans la soupe, hein, c'est-à-dire que mon avis sur les pharmacies, c'est que, en effet, d'abord, le premier truc, c'est qu'à partir du moment où les dames sont au courant qu'elles peuvent aller en pharmacie, les messieurs aussi. Et donc, ce qui se passe, on a des copines en Espagne qui nous disent que, résultat, c'est plutôt les mecs maintenant qui vont à la pharmacie. Que une pharmacienne, un pharmacien, il n'est pas forcément formé et outillé pour accueillir la parole. Et le jour où c'est sorti dans les médias, nous, on faisait un Facebook Live le soir et un Insta Live le soir avec nous toutes. Et dans les questions qu'on a reçues, il y a des pharmaciens et pharmaciennes qui nous ont dit comment on fait, vous savez, moi j'ai appris ça dans la presse aujourd'hui, comment je le gère. Donc exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en gros, on lance un dispositif sans donner les moyens aux gens qui vont assurer ce dispositif de l'assurer correctement. Et puis en effet, des policiers, des gendarmes qui n'étaient pas encore au courant que si une pharmacie les appelait, il fallait qu'ils se déplacent en urgence. Donc à la fois, moi je suis partagée, c'est-à-dire que je pense que tous les outils de communication qui permettent de faire parler des violences sont bons et il faut les prendre. Là où j'ai le sentiment qu'il y a un petit décalage, c'est que en fait,
Je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, Marlène Schiappa, elle ait à sa disposition la puissance de l'État français pour mettre en place des actions qui sont suffisantes. Voilà sur les pharmacies, en fait. Merci. Est-ce que vous arrivez, vous, à avoir des chiffres sur l'augmentation des violences faites aux femmes durant cette période de confinement? Je sais que le secrétaire général de l'ONU a alerté au niveau mondial sur cette question-là. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron et Castaner ont même été obligés d'en parler, donc ça veut dire que les alertes sont fortes. Est-ce que vous avez des chiffres particuliers dessus? Et puis peut-être deuxième question sur une question qui se pose immédiatement. Notamment, vous disiez, on a fait un visuel, il n'est pas conseillé de sortir, il est permis de fuir. Il y a une question aussi très forte autour des hébergements et des mises à l'abri des victimes. Où est-ce qu'on en est de la situation dessus? Voilà, sur ces deux points-là. Ouais, alors sur les chiffres, en fait, les chiffres qu'on a, il y a plusieurs types de chiffres. On n'a pas de chiffres réels, en fait, parce que les enquêtes, ça fait 1 mois et demi qu'on est confiné, donc c'est difficile d'avoir les enquêtes. Ce qu'on a comme chiffre, c'est l'augmentation de l'intervention des forces de l'ordre, où ça augmente en moyenne de 36 à 40%, donc c'est énorme. Hein. Moi, j'ai été au téléphone avec des copines qui sont dans des assos féministes. Dans certains départements, ça a augmenté parfois de 150%, donc avec des grosses augmentations d'intervention des forces de l'ordre. Donc ça, on a les chiffres. Ça ne veut pas forcément dire une augmentation des violences, enfin, sans doute, mais en fait, on ne peut pas le corréler forcément. Une baisse du nombre de plaintes, mais pareil, ça ne veut pas dire une baisse du nombre de violences. C'est juste que les femmes vont forcément moins se déplacer dans la période pour aller porter plainte. Je rappelle qu'on peut porter plainte en écrivant directement au procureur. Il n'y a pas forcément besoin de se déplacer en commissariat à la gendarmerie. Et je rappelle également que si vous vous déplacez en commissariat ou gendarmerie, l'article 15.3 du Code de procédure pénale oblige n'importe quel policier ou gendarme à prendre votre plainte. On n'a pas le droit de refuser votre plainte. Donc ça, c'est sur l'augmentation des interventions des forces de l'ordre. Et puis, on a l'augmentation des chiffres d'appel au 3919, où ça, on sait que ça a augmenté. Ça a plutôt baissé au début du confinement, c'est-à-dire que la première semaine, il y a plutôt eu un tassement, mais aussi parce qu'il était moins ouvert par ailleurs. Et là, ça augmente, ça augmente. Le chat en avant tout aussi a eu une grosse augmentation de sa fréquentation. Et donc, elles ont d'ailleurs ouvert plus largement l'horaire du chat. C'était un chat qui était plutôt ciblé sur les jeunes femmes au départ et qui désormais qui est ouvert à tout le monde. Sur les questions d'hébergement, franchement, on navigue un peu à vue, il me semble. Hein. D'abord, c'est comme partout, c'est-à-dire que les professionnels qui accueillent les femmes en centre d'hébergement sont sous-équipés. C'est-à-dire que là, la politique de gestion des masques et du gel hydroalcoolique est lunaire. C'est lunaire, en fait, je ne sais pas comment dire autrement. Mais ça, c'est quand même maintenant largement documenté. Il y a eu plein d'enquêtes, notamment dans Mediapart, sur la question des masques, des tests et des outils, enfin voilà, de tout ce qui est produit. Moi, je le vois d'ailleurs dans ma vie professionnelle, hein, en tant que moi, j'ai une petite boîte. Franchement, on se galère, quoi. C'est-à-dire que moi, je sais même pas où aller acheter des masques. Enfin, vous voyez, donc on va faire au petit bonheur la chance, on va trouver des solutions un peu bricolage, quoi. Donc ça, c'est la première alerte que nous on a eue. Et puis après, en fait, il manquait déjà des places d'hébergement avant. Donc et la réalité du confinement, c'est qu'en fait, il n'y a plus de sortie, puisque les femmes ne sortent plus des places d'hébergement. Donc, auparavant, elles sortaient, ça libérait des places pour celles qui rentraient. Et comme il n'y a plus personne qui sort, ben là, il y a embouteillage, forcément. Donc, la Fondation des femmes a mis en place un dispositif en payant des nuits d'hôtel, mais c'est quand même très précaire. Donc, de toute façon, on sait qu'il manque des places. Je crois qu'il manquait 5, j'ai plus les chiffres, mais il y a 4-5 ans, quand j'avais regardé il y a une norme européenne de nombre de places d'hébergement par habitant, d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences par habitant. Et la France était très largement en dessous. Et alors là, le gouvernement, ils sont quand même incroyables. Hein. Ils racontent qu'ils ouvrent des places chaque année, ils les mettent dans leur bilan en mode on a ouvert, mais personne ne les a vus. Donc, ils mentent en fait, mais c'est très impressionnant cette capacité à mentir aux gens. Au-delà du fait que c'est complètement, c'est un peu sidérant et désarçonnant quand on milite. C'est-à-dire que bon, exagérer, extrapoler, faire de l'emphase, d'accord, bon, quand on fait de la politique, quand on milite, on en fait souvent. Mais mentir, c'est-à-dire, il y a un moment, vous êtes un peu désarçonné quand vous êtes militant parce qu'ils disent oui, on a ouvert des places. Et vous dites ben non, non. Et ils disent si, on a ouvert des places. Ben non. Et en fait, vous n'arrivez même plus à discuter, quoi. Et en plus, je pense, enfin moi, à titre personnel, ça me pose un autre problème, c'est que je trouve que ça, et ça sera pour moi un des énormes bilans du quinquennat Macron, c'est que ça tue toute confiance dans le politique. C'est-à-dire que déjà, globalement, on le sait,
le monde politique n'a pas toujours très bonne presse, mais ce gouvernement fait qu'on a encore moins confiance qu'avant dans je veux dire, au-delà de Macron, ça touche l'ensemble de la vie politique, quoi. Vous devez, enfin, en tant que député, vous devez le ressentir sur le terrain. C'est-à-dire que le fait qu'ils mentent aux gens a un impact beaucoup plus large que juste voilà. Et sur les violences, moi, c'est pour ça d'ailleurs que nous, avec nous toutes, moi, j'ai beaucoup produit de rapports, j'ai fait une analyse très très précise des chiffres, parce que quand même, exemple sur le budget, Marlène Schiappa qui annonce qu'elle met 1 milliard d'euros en 2020, mais en fait, c'est un mensonge. C'est-à-dire que et elle continue à le dire, et les médias continuent à le reprendre. Et vous êtes là, mais en fait, comment vous voulez militer, faire de la politique, avoir un dialogue et une discussion sensée si les gens en face de vous mentent? Il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Bien sûr, bien sûr. D'où la campagne qui avait été faite pour dire nous voulons réellement 1 milliard d'euros sur les violences sexistes et sexuelles. En fait, ce qui est assez impressionnant dans ce que vous êtes en train de raconter, c'est de voir à quel point l'État ne prend pas ses responsabilités, y compris dans ce moment de crise. Il y a une délégation de services publics aux associations qui, du coup, sont obligées, elles, de pallier. Le 39-19 qui est fermé entre, vous aviez dit, j'ai noté quelque part 21h et 9h du matin. L'obligation pour la Fondation des femmes de payer des nuits d'hôtel, c'est ça qui est assez effrayant en fait dans ce que vous êtes en train de raconter, c'est à quel point voilà, on pallie avec la solidarité qui peut exister pour protéger au maximum. Peut-être un autre point qui est aussi important, sur lequel on a essayé beaucoup de discuter à l'Assemblée, malheureusement en vain, c'est la question de l'accès à la contraception et à l'IVG. Qu'est-ce que vous avez comme retour dessus? Je sais que début avril, vous aviez demandé un plan d'urgence sur les femmes. En plus de ce que vous nous avez déjà dit sur la formation, qu'est-ce que vous demandiez précisément? Sur quoi vous avez été entendu, pas entendu? Alors, nous, à nous toutes, on est vraiment centrés sur la question des violences sexistes et sexuelles. Donc, on parle un petit peu de l'accès à l'avortement parce que le fait de refuser l'accès à l'avortement est considéré comme une violence, en fait, en tant que telle. Mais c'est vrai que ça ne va pas être notre cœur d'intervention. Nous, on est vraiment concentrés sur la question des violences que subissent les femmes et les enfants. D'ailleurs, on pourra peut-être tout petit peu parler des enfants. Sur la question de l'IVG, en fait, il y a eu donc une avancée parce qu'on a étendu l'accès à l'IVG médicamenteuse. Et le fait que ça puisse se faire par téléconsultation aussi, ça c'est important. Et je pense que sur la question de l'IVG, on va avoir la même problématique que sur les autres problématiques de santé. Vous savez, ce qu'on a vu chez les médecins ou aux urgences, c'est qu'en fait les gens ne viennent plus consulter parce qu'ils ont soit peur de tomber malade en allant consulter, soit ils se disent ouais c'est pas si grave vu la crise, on va les laisser gérer autre chose. Et il y a beaucoup de médecins qui commencent à dire attention, attention, on va avoir un problème. Et bien sur l'IVG, je pense que ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on risque de se retrouver à la sortie du confinement avec des femmes qui ont dépassé le délai légal d'IVG et qui ne veulent pas de la grossesse. Et là, on va avoir un problème de santé publique potentiel qui va se poser à ce moment-là. Je pense qu'une des solutions, ça serait de rallonger les délais. C'est ce et qu'on puis a de vu. développer fortement l'IVG médicamenteuse, même si elle est limitée dans le temps, parce qu'au bout d'un certain moment, ça peut vraiment être très très douloureux, voire ça peut être très douloureux. Donc, l'IVG médicamenteuse, donc c'est-à-dire on prend un médicament, c'est pas une opération, ça permet, c'est très utile et très efficace, mais plutôt au début de la grossesse. Et sur les enfants, du coup, vous disiez, ça serait bien d'en dire un mot. Ouais, sur les enfants, moi c'est pareil Alors, sur les enfants. Donc d'abord, il y a des milliers d'enfants, des dizaines, des centaines de milliers d'enfants qui sont victimes de violences de la part de leurs parents, de maltraitance. Et donc, on a un sujet, je pense, parce que ces enfants-là qui allaient à l'école la journée ou à la crèche, aujourd'hui sont confinés H24 avec des personnes qui les maltraitent. Donc, tous les acteurs de la protection de l'enfance alertent sur le danger sur les enfants. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis toujours un peu partagée sur cette question du retour à l'école le 11 mai. J'entends bien les enseignants qui disent on n'est pas prêt, on n'est pas protégé, enfin, tout ça j'entends. Moi, je mets juste un warning sur le fait qu'il y a des enfants, il n'y a pas que le Covid en fait, comme risque de santé publique majeur. Il y a aussi la question des enfants victimes de violences. Et qu'il y a un moment, si on les laisse confiner trop longtemps, déjà ils sont en danger, déjà ils sont victimes de violences, mais il y a un moment, il va falloir qu'on les protège, quoi, ces enfants. Et le fait de réouvrir les écoles est aussi un moyen de protéger ces enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis un peu partagée là-dessus parce qu'à la fois je comprends tout à fait les revendications des enseignants et le fait de dire que ça va trop vite, etc.
En même temps, pour reprendre une expression de notre président, en même temps, je pense qu'il y a un moment, il faut quand même se poser la question de la protection de l'enfance. Et donc là-dessus, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des CRIP, ça c'est Lies Loufoque, qui est militant de la protection de l'enfance, qui avait sorti ça sur les réseaux sociaux. Il y a des services qui ne sont pas fonctionnels aujourd'hui et qui sont en sous-effectif et qui n'ont pas les moyens de fonctionner correctement. On a un problème de placement, hein. Il y avait déjà un problème de placement avant le confinement, donc il n'y a pas de raison qu'il soit réglé maintenant. Et puis, moi je pense qu'on a un petit sujet formation, pareil, encore une fois, des professionnels. Et notamment dans les suggestions que j'avais faites, mais d'après ce que j'ai compris, ça ne sera pas fait, c'est que là, quand les enfants vont revenir à l'école, il y a plein de professionnels de l'éducation, que ce soit dans les centres de loisirs ou à l'école, ou dans les ATSEM ou les personnes qui gèrent la cantine et tout ça, vont se prendre en pleine face toute la maltraitance qu'auront subi les enfants pendant le confinement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils soient outillés pour réagir face à ça. Et par exemple, le fait de se dire, exactement comme sur les policiers et les gendarmes, on aurait dû faire, on fait un tuto en ligne. Franchement, encore une fois, nous, on arrive à mettre 1000 personnes en même temps dans une salle numérique. Le ministère de l'Éducation nationale peut organiser un truc avec 10 000 personnes connectées en même temps, j'en suis sûre et certain. Donc, c'est sûr. Donc, on fait, je sais pas, 3 sessions de 1h30. On met à chaque fois 100 000 profs en même temps et on leur fait un tuto sur, OK, voilà ce qui va se passer quand les enfants vont revenir. Voilà les signaux d'alerte qui doivent vous dire, là, il y a un problème grave. Et voilà ce que vous devez faire. Ce n'est pas eux qui vont traiter la protection de l'enfance. Ce n'est pas leur travail. Par contre, vous devez envoyer un mail ou appeler telle personne. À partir du moment où il y a tel signaux d'alerte, franchement, en 1h30, c'est faisable ça. Ils ne deviendront pas des spécialistes de la protection de l'enfance, mais au moins, ils sauront que si l'enfant se comporte de telle manière, c'est sans doute un signal d'alerte sur le fait qu'il a été victime de maltraitance pendant le confinement. Et ça, je n'ai pas l'impression que ce soit pris en charge. Et c'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que Jean-Michel Blanquer, il n'arrête pas de dire que c'est pour cette raison-là qu'il faut réouvrir les écoles. Lui, il ne dit pas du tout que c'est pour que les parents retournent travailler et relancer l'économie. Il dit que c'est pour que les enfants soient protégés. Moi, je trouve ça super, hein, mais juste, il faut donner les moyens, résultat, qu'on les protège. C'est ça, tout à fait. Peut-être vous pouvez nous dire un mot d'ailleurs sur, donc vous dites, on a déjà formé 10 000 personnes, on pense en former 20 000. Peut-être vous pouvez nous dire un mot sur ces formations et leurs objectifs. Et puis, si c'est encore possible de s'inscrire, peut-être pour les gens qui seraient intéressés. Alors, tout à fait, c'est possible de s'inscrire. Il faut aller sur les pages Facebook, Twitter, Instagram. C'est nous-toutes.org. Vous allez retrouver facilement les liens pour s'inscrire. Ces formations, elles ont plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de faire prendre conscience à un maximum de personnes de la diversité des violences sexistes et sexuelles qui existent dans notre société et de l'ampleur de ces violences. Donc, on fait des petits topos sur qu'est-ce que c'est ces violences et comment on les qualifie, qu'est-ce que c'est une agression sexuelle, qu'est-ce que c'est du harcèlement sexuel, et puis est-ce que c'est fortement présent en France. À chaque fois qu'on fait un quiz sur les chiffres, les gens ils font waouh, en fait c'est vraiment chaud. Et puis ça permet aussi de travailler sur le langage. Le langage il est très intéressant quand on travaille sur les violences, parce que souvent par exemple pour parler d'une main aux fesses dans l'ascenseur, les gens ils vont parler d'attouchement. Et moi, je passe mon temps à dire, alors attendez, attouchement, d'abord, ça dévalorise la gravité de l'acte. Agression sexuelle, attouchement, on a l'impression que l'attouchement est moins grave alors qu'en fait, c'est la même chose. Puis le deuxième problème, c'est que si je prends un code pénal, c'est pas un vrai. Si je prends un code pénal, je regarde attouchement, ah non, ça n'existe pas le mot attouchement. Et donc, ça permet aussi de montrer aux gens que le langage permet, je veux dire, le fait de dire attouchement, on parle d'un truc qui n'existe pas dans le code pénal. C'est pareil d'ailleurs avec le mot abus sexuel. On utilise souvent ce mot-là pour parler de pédocriminalité. Parenthèse, je ne parle jamais de pédophilie. Philie, c'est amour. Hein. On n'aime pas les enfants quand on est pédocriminel. Je parle de pédocriminalité ou de pédocriminel. Et ben, abus sexuel, c'est un mot qu'on retrouve genre, à la une du journal Le Monde. Il titre souvent abus sexuel dans l'église. Donc, il y a deux problèmes avec le mot abus. Le problème, c'est, un, ça n'existe pas dans le code pénal. Abus sexuel, ah non, ça n'existe pas. Donc, on parle de quelque chose qui n'est pas qualifié. Il faut dire agression sexuelle ou viol. Il faut qualifier les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Puis, le deuxième problème, c'est quand on parle d'abus, dans le langage courant, ça veut dire que c'est quelque chose qui est autorisé, mais dont vous avez abusé. Bon, là, les 3 plaquettes de chocolat, c'était abusé, quoi. Une, ça va, mais 3, non, quoi. Bon, là, tu as passé 5 heures sur les réseaux sociaux, c'est abusé, quoi. 1 heure, ça va, mais 5 heures, c'est trop. Hein. Donc, en fait, il y a un niveau autorisé, puis on en abuse. Bon. Est-ce qu'il y a un niveau autorisé de violence sur les enfants? Non. Donc, on ne peut pas en abuser, puisque, en fait, c'est niette dès le premier moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, on travaille beaucoup là-dessus avec les gens sur le langage. Donc, premier objectif,
connaître précisément la qualification et les chiffres, l'ampleur. Et puis, le deuxième objectif, c'est de savoir réagir. Et là, on donne des outils sur les mécanismes des violences, donc l'isolement, la dévalorisation, l'inversion de la culpabilité. Et puis, on donne aussi des outils pour détecter, sachant qu'en fait, il n'y en a pas 36. Le meilleur moyen de détecter les violences, c'est de demander aux gens, est-ce que vous avez été victime? Et puis ensuite, on travaille sur, une fois que la personne nous dit oui, si elle nous dit oui, comment on gère ça? Merci beaucoup. Peut-être une dernière question qui peut se décliner en deux. Donc là, le Premier ministre a annoncé hier de manière assez floue d'ailleurs un plan de déconfinement. Quels sont les points d'attention, les préconisations que vous faites et les craintes éventuelles que vous avez sur ce déconfinement en termes de violences sexistes et sexuelles? Ça, c'est plutôt pour nous toutes. Et puis après, je m'adresse plutôt à la militante féministe, à la longue expérience militante. Les femmes, quand même, ont été en première ligne dans cette crise du coronavirus. C'est celles qui ont le travail le plus précaire, qui sont les moins payées, les moins reconnues. Quelles sont aussi les choses avec lesquelles il faut rompre de ce monde actuel avec ce patriarcat aussi fort, et quelles sont les grandes préconisations que vous faites, même peut-être un peu au-delà de nous toutes, si vous pouvez? Alors, sur la question des violences, le risque majeur, enfin le risque, ce qui va sans doute se passer, c'est que la question des violences va ressurgir, enfin déjà elle a surgi. En gros, les médecins qui vont commencer à revoir des gens en consultation, les entreprises qui vont recevoir des gens, qui vont remettre des gens, qui vont réavoir des gens dans leurs locaux, etc. Il va y avoir, pardon, excusez-moi. Il va y avoir il va y avoir en fait plein de nouveaux cas qui vont être détectés. Donc là, pour moi, la priorité, c'est encore une priorité de formation et d'ouverture de places d'hébergement. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il faudrait qu'au moment où on se déconfine, les travailleurs sociaux, les médecins, les magistrates et les magistrats, à l'éducation nationale, les chefs d'entreprise, ils soient sensibilisés à cette question-là. Je vous donne un exemple d'une bonne pratique que moi j'ai trouvée assez intéressante. C'est le ministère des Affaires sociales. Donc ça, c'est dans le cadre de mon travail. On leur a produit une vidéo de 8 minutes, toute simple, qu'ils ont envoyée à l'ensemble de leurs managers. Donc ça fait quand même des milliers de personnes. C'est un tuto de 8 minutes qui dit « Ok, vous êtes manager, vous êtes encadrant dans la fonction publique. Peut-être que parmi vos agentes que vous encadrez, il y en a qui vont être ou qui sont victimes de violences au sein du couple. Comment vous gérez ?» C'est pas à eux de prendre en charge, c'est pas la vie professionnelle de la dame en question. Mais en fait, si elle leur en parle, ils vont devoir réagir. Et donc, on les forme à comment se mettre en empathie avec la personne, qu'est-ce que vous devez lui dire et vers qui vous pouvez l'orienter. Ça, si tous les employeurs, je sais bien que la question de la violence au sein du couple, ça paraît extérieur au monde du travail, mais en fait, ça a un impact dans le monde du travail. Et donc, si tous les employeurs étaient capables, je pense, de sensibiliser tous les encadrants, tous les agents, tous les salariés sur cette question-là, ça serait super efficace. Les travailleurs sociaux, il faut que dès qu'on déconfine, ils soient tous et toutes sensibilisés, voire formés si possible à cette question-là, parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de cas qui vont leur arriver qu'auparavant. D'accord ? Et puis après, on l'a vu, le harcèlement de rue ne s'est pas arrêté malgré le confinement. Comment vous dire que c'est sûr que ça va repartir après le confinement. Donc, toutes les problématiques qu'on a laissées avant le confinement, le harcèlement sexuel au travail, la question du harcèlement de rue, toutes ces questions-là, elles vont forcément ressurgir à la rentrée. Enfin, dès qu'on aura fini le confinement, c'est même pas sûr qu'elle se soit arrêtée. Le harcèlement de rue ne s'est pas arrêté. Le harcèlement au travail, il n'est pas uniquement oral quand on se croise, il peut être aussi par SMS, par mail, etc. J'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui il y ait en préparation un plan genre au taquet j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu des analyses sur c'est quoi les risques en matière de violence à la sortie du confinement et comment on va réagir. J'ai pas lu de texte d'analyse du gouvernement sur ces sujets-là. Après, sur les femmes en général, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une pétition qui a été lancée. Il y a une tribune dans Le Monde de chercheuses féministes, et il y a une pétition qui a été lancée pour revaloriser les emplois à prédominance féminine, c'est-à-dire en gros tous les emplois où il y a beaucoup de femmes, qui sont les emplois qui, dans la période, sont quand même des emplois on se rend compte qu'en fait, ils sont indispensables au fonctionnement de la société. C'est bizarre parce qu'ils sont sous-payés
il y a très peu d'évolution de carrière, de possibilités de formation professionnelle, etc. Le droit du travail est en général très largement inférieur au droit, mais par contre, elles sont en fait indispensables au fonctionnement de la société. On le voit sur les masques, là, on voit des milliers de femmes qui, genre, gratuitement, vont se mettre à coudre des masques pour l'ensemble de la société. Avec un petit paradoxe, c'est que les femmes sont indispensables, mais quand le Parisien fait sa une sur le monde d'après, il n'y a que des hommes blancs, et quand l'Assemblée nationale fait les discours importants, il n'y a quasiment que des hommes blancs à la tribune. Donc, je trouve que ça, c'est aussi assez intéressant de voir. Et donc, pour moi, c'est vraiment une des priorités revendicatives, et ça devrait être une priorité d'action du gouvernement dans les mois qui viennent, c'est de travailler à ce qu'on revendique, mais depuis très longtemps, c'est de revaloriser ces métiers-là en termes de salaire, de reconnaissance sociale, de possibilités de mobilité, de droit à la formation, etc., pour que ça permette par ailleurs de lutter contre les inégalités salariales. Il y a un deuxième élément sur la question du travail qui est pour moi un énorme warning, c'est la question du temps partiel. Le gouvernement a annoncé que les dispositifs de chômage partiel allaient s'arrêter au 1er juin. Or, le 1er juin, tous les enfants ne retourneront pas à l'école à temps plein. La réalité, c'est qu'il va y avoir des temps, les enfants vont aller à l'école par demi-journée ou par semaine, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, ça veut dire qu'à la maison, il faudra rester la moitié du temps. À votre avis, ça va se passer comment les négociations? La réalité, c'est que sans doute, il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre à temps partiel, parce qu'il n'y aura plus potentiellement de chômage partiel pris en charge. Et donc, moi, je trouve que ça serait un truc intéressant à analyser là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. C'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de basculement dans le temps partiel de centaines de milliers de salariés qui seront, la réalité, on le sait, immensément des femmes. Et là, en termes d'impact économique sur les inégalités salariales, mais on va mettre 10 ans à remonter la pente, quoi. Ça va être une catastrophe. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un sujet à penser là-dessus. Bon, après, il y a tous les sujets de charge parentale. Hein. On l'a vu pendant le confinement. Il y avait des gens au début du confinement qui disaient oh, bah, c'est super, ça va permettre de prendre, les mecs vont enfin prendre conscience de tout le travail gratuit et invisible qu'on fait. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Je pense qu'ils ont déjà conscience. C'est-à-dire que je pars du principe que les hommes comme les femmes sont doués d'un cerveau et sont intelligents. Et que donc, en fait, quand il y a un plat de pâtes qui arrive tout près sur la table, quand la douche est propre et quand les toilettes sont nettoyées, leur cerveau sait que ça ne s'est pas fait tout seul. Et donc, je ne pense pas que les gens se sont mis à « waouh, en fait, tu fais les tâches domestiques ». En fait, les gens le savent déjà. Donc, ce n'est pas une question de savoir, en fait. C'est une question d'avoir envie de le faire. Et moi, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie, en fait, de faire les tâches domestiques parce que, en fait, je ne juge pas ceux qui aiment ça, hein. Chacun son truc, mais je pense que c'est quand même très, très chiant. Donc, ce n'est pas une question d'avoir envie, c'est pas une question de savoir, c'est une question de comment est-ce qu'on s'organise pour se répartir le travail chiant à la maison. Je ne parle pas des enfants, là, parce qu'après, les gens me tombent dessus. Ah ouais, vous dites que s'occuper des enfants, c'est chiant? Non, non, pas du tout. Je parle là du ménage, faire la bouffe et tout ça, tous les jours, etc. Donc ça, sur la question de la répartition des tâches domestiques, je pense que ça va être aussi assez intéressant, je mets des guillemets. Je pense qu'il y aura un impact négatif du confinement sur cette question-là. Donc, revalorisation des métiers à prédominance féminine, temps partiel. Je pense que la question de l'accès aux responsabilités, elle va être aussi en fait importante parce que dans les périodes de crise, on a besoin de gens forts, déterminés. Bon. Et donc, on le voit en politique, ça va être pareil dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que c'est les hommes qui vont occuper le devant de l'espace parce qu'ils ont plus de temps disponible, réfère à ce qu'on s'est dit juste avant, et parce que dans l'imaginaire collectif, en période de crise, il faut des leaders, et que l'image du leader, c'est plutôt une image masculine. Et donc, en fait, quand vous prenez toutes les problématiques de l'égalité femmes-hommes, que ce soit égalité professionnelle, lutte contre les violences, parité en politique, on va voir, enfin moi je pense que cette crise va être négative du point de vue de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et que pourrait faire le gouvernement face à ça? C'est mettre 10 balles dans la machine en permanence, sensibiliser les entreprises, veiller à ce qu'elles ne reculent pas en matière d'égalité professionnelle dans la période. Voilà, je sais pas, c'était un peu large, mais… Non, c'était exactement ma question. Donc, effectivement… Je pense vraiment le sujet qui n'est pas travaillé aujourd'hui, c'est cette question du temps partiel. Oui. Ça, je pense que c'est un sujet auquel on peut creuser. Une alerte extrêmement importante. Il n'y a plus qu'à espérer que le rapport de force et la mobilisation populaire nous fassent arriver quand même à des changements de société parce qu'on en a besoin. Merci beaucoup, Caroline, Merci. pour cette audition. Merci à vous. Bon courage.